Olivier Manzilla a finalement été suspendu de ses fonctions de directeur général de l'EGFREM. Le ministre de tutelle, Chérubin Okende, a nommé un intérimaire, Kamwenya Kalemouna, à ce poste. Les étudiants ainsi que le personnel de l'ESU seront bientôt tous identifiés numériquement. Une numérisation censée faciliter la gestion au sein des établissements universitaires et au ministère. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les ambassadeurs résidents de la Côte d'Ivoire, de la Corée du Sud, du Congo-Brazzaville et de la République unie de Tanzanie ont présenté ce jeudi 7 avril leur lettre de créance auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour la Côte d'Ivoire, Mech Adje Silas, 61 ans, diplômé de l'université de Cocody et officier de l'ordre national depuis 2021. Il est à son premier poste d'attache. Cho Jae-Chel, 57 ans, diplômé en langue et littérature française de l'université de Séoul, fera le job pour la République de Corée. La République du Congo sera désormais représentée à Kinshasa par monsieur Mamina Cyprien Sylvestre, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de son pays avant sa nomination. Enfin, la Tanzanie se fera représenter par Saïd Juma Mchana, longtemps haut fonctionnaire à la présidence de la République tanzanienne. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïse Nzangi, a lancé le projet d'identification biométrique du personnel et des étudiants de l'ESU, une numérisation qui va faciliter la gestion au sein des établissements universitaires et au ministère en vue de l'acquisition d'une vraie base de données, mais également la vérification des vrais diplômes et le suivi de la scolarité des étudiants. Annoncé le mois dernier par le ministre Moïse Nzangi, le projet d'identification biométrique du personnel et des étudiants de l'ESU est désormais lancé. Cérémonie débutée par la coupure du ruban symbolique, suivie de la visite d'expérimentation des matériels utilisés pour l'octroi de la carte biométrique. À l'étape démonstrative, une étudiante et deux personnels administratifs de l'UNIKIN ont obtenu leur carte d'identification. Et cette identification des étudiants nous permet de leur attribuer des numéros et ces numéros nous permettront de poursuivre leur scolarité. De telle sorte que s'il quitte ici, s'il a échoué à l'UNIKIN, il ne peut pas aller se faire inscrire ailleurs. Il y a beaucoup de falsifications dedans. Et la technologie qu'on amène ici nous permet d'avoir un code qui nous permet de pouvoir identifier que les détenteurs des diplômes ou les détenteurs des relevés de compte, c'est vraiment la personne qui se présente devant vous. Et cette numérisation, elle va de pair avec les LMD. Les LMD, on a dit que parmi vraiment ses objectifs, c'est qu'on doit nous permettre d'intégrer les nouvelles technologies de communication dans notre façon de vivre, notre façon de faire, notre façon d'enseigner, notre façon de gérer. Une procédure à étendre dans tous les établissements universitaires pour plusieurs utilités, notamment l'acquisition d'une vraie base de données, la maîtrise des effectifs du personnel et des étudiants, une bonne opérationnalisation d'accès au bus Trans Academia et l'obtention du numéro de poursuite de leur scolarité. Ces projets entrent donc dans la politique de numérisation lancée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. En prévision de la visite du pape François en République démocratique du Congo, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a conféré ce jeudi avec une délégation qui travaille sur l'organisation de ce grand événement. Elle était conduite par la sœur Rita Mbosho Congo, professeure à l'université pontificale urbaine de Rome. L'émissaire du pape François est venu annoncer à Modeste Bahati Lukwebo le choix porté sur sa personne par Rome pour intervenir à l'occasion de la présentation de l'ouvrage intitulé « Le pape François et le missel romain par les diocèses du Zaïre, actuel RDC ». Ce livre est préfacé par le chef de l'Église catholique lui-même. Selon Rita Mbosho Congo, l'auteur de cet ouvrage, c'est l'engagement de Modeste Bahati Lukwebo dans la foi catholique qui a amené le Saint-Siège à porter le choix sur sa personne. L'activité est prévue pour le vendredi 8 avril 2022 à l'Université catholique du Congo, campus de Limete. On a demandé au président du Sénat pour qu'il puisse intervenir en tant que chrétien, en tant que politicien, pour préparer l'avenue de Saint-Père. Le président lui-même a
a été à Rome, il a participé à des messes à Rome, il parle bien l'italien, il comprend l'italien et le français. Le rite a été conçu ici à Kinshasa, à l'Université catholique du Congo, qui est la première université catholique d'Afrique. C'est là où le rite est né, avec les grands théologiens, pas seulement congolais, africains et du monde. Il y a eu aussi les gens du Vatican qui sont venus pour faire naître ces rites. Alors, le Vatican et nous-mêmes, nous avons décidé d'aller présenter les livres à la maternité, qui est l'ICC. Parmi d'autres personnalités choisies pour intervenir à cette activité, le cardinal Fridolin Ambongo et les nonces apostoliques en RDC, Ettore Balestrero. Suspension du directeur général adjoint de l'Office de gestion de fret multimodal Olivier Manzila par le ministre des Transports Chérubin Okende. Il a par la même occasion pris la décision de désigner Kamwanya Kalemuna, qui était jusque-là directeur coordonnateur, comme intérimaire à la tête de cet établissement public. Plusieurs griefs sont reprochés à Olivier Manzila, entre autres la rébellion à la hiérarchie et l'instrumentalisation des agents à ses propres fins. Il n'aura passé que quelques mois à la tête de l'Office de gestion fret multimodal en tant que directeur général AI. Olivier Manzila a été suspendu des fonctions des directeurs généraux ad interim et des directeurs généraux adjoints de l'OGFREM par le ministre des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Chérubin Okende, qui a par la même occasion désigné Kamwanya Kalemuna comme directeur général AI de cet établissement public. La suspension d'Olivier Manzila intervient à la suite d'un climat de travail malsain qui sévit depuis un certain temps au sein de l'OGFREM. Dans une lettre adressée au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, le ministre Chérubin Okende a évoqué plusieurs raisons qui motivent sa décision. Il a d'entrée de jeu affirmé avoir agi dans le strict respect des textes pertinents de la République et des instructions du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En ce qui concerne les climats malsains au sein de l'OGFREM, le ministre des Transports soutient disposer des preuves irréfutables qui attestent que la grève sauvage observée uniquement à la direction générale de l'office est la résultante de l'instrumentalisation par les directeurs généraux AI de quelques syndicalistes véreux qui, du reste, constituent une frange minoritaire de la représentation syndicale. Chérubin Okende évoque par ailleurs les refus par le DGAI d'effectuer la mission lui confiée le 2 février 2022, consistant à faire un état des lieux des travaux de construction du port sec de Kasumbalesa. À la place, rapporte la correspondance du ministre des Transports, il a préféré manipuler certains agents et syndicalistes pour accuser le ministre des Transports d'intrusion, immixtion et injonction intempestive dans la gestion quotidienne de l'OGFREM. Au regard de ce qui précède, le ministre Chérubin Okende a ordonné qu'il y ait remise et reprise entre l'entrant Kamwanya et le sortant Manzila. Il a par la même occasion, afin de permettre une enquête aisée sur différents faits graves mis à la charge du directeur général AI, le ministre de Transport Chérubin Okende a pris de manière conservatoire la décision suspendant Olivier Manzila Moutala. Depuis le départ d'Anatole Kikwa, de Patience Saïba, l'Office de gestion fret multimodal traverse de moments de turbulence. Partager les expériences entre les femmes des entreprises minières et d'autres, c'est la finalité de la journée d'échange organisée par la Chambre des mines à l'hôtel du fleuve Kinshasa. Plusieurs personnalités de la vie politique et sociale étaient présentes. En tant que président de la Chambre des mines, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes une fructueuse session d'échange et d'information. Devant une assistance composée essentiellement des femmes qui se sont distinguées dans divers domaines de la vie en République démocratique du Congo, ainsi que des hommes, un échantillon des femmes triées à la volée par la Chambre de mines et évoluant dans les secteurs miniers et autres, ont au cours de cette journée d'échange partagé les informations. L'une des intervenantes, Dorothée Madia, est revenue sur la nécessité d'appliquer l'égalité des actes après celle de droit. Pour cette mandataire des mines et carrières, la question demeure l'un des grands défis de la société actuelle. La République démocratique du Congo n'en ferait point exception. Ce défi est encore devant nous. Les inégalités des droits
des chances et des sexes persistent entre les hommes et les femmes et font perdre à la RDC l'utilité contributive des femmes à la réalisation. De son côté, Bernadette Fondou, coordonnatrice de la Chambre des mines, a fait l'état de lieu du secteur minier tout en insistant sur les opportunités qu'offre le mine à la femme à travers l'économie circulaire. En 2012, lors d'une conférence organisée par la Fondation des Nations Unies, la directrice exécutive adjointe de l'ONU Femmes, Madame Lachini Pouri, a défini l'économie circulaire comme une économie qui entraîne l'amélioration du bien-être humain et la réduction des inégalités. Dans cette optique d'économie circulaire, beaucoup d'opportunités donc s'offrent aux femmes. À titre d'exemple, dans l'artisanat minier, la femme peut jouer un rôle très efficace dans la réutilisation ou le réemploi des déchets miniers non toxiques. Nous pouvons commencer à fabriquer des bijoux, des batteries, avec tout ce qui avait déjà été utilisé. Cette activité a été organisée par la Chambre des mines en collaboration avec la Fédération des entreprises congolaises. Aussitôt saisi sur l'accident ferroviaire de Bouillofoué dans le territoire de Lubudi, le gouverneur intérimaire du Lualaba a dépêché une délégation de l'exécutif provincial. Cette équipe, conduite par le ministre provincial de la Santé, est descendue sur les lieux du drame. Jules Cabuit et sa suite ont apporté des vivres aux blessés et aux rescapés. Informé de l'accident ferroviaire de dimanche 3 avril 2022 entre les villages Kitenta et Bouillofoué dans le territoire de Lubudi, Madame le gouverneur intérimaire du Lualaba n'a pas tardé de dépêcher une délégation de l'exécutif provincial. Aussitôt arrivée dans le chef-lieu du territoire, la délégation conduite par le ministre provincial de la Santé a tenu un conseil de sécurité. Jules Cabuit, dans sa suite Archimède Kalassa, secrétaire exécutif du gouvernement provincial, un conseil du ministre provincial de l'Intérieur et une équipe du personnel soignant sont descendus sur le lieu du drame. Les wagons et plusieurs marchandises étaient renversés. Le nombre des morts revu légèrement à la baisse, soit 7 au lieu de 8 comme annoncé quelques heures avant. Le nombre des blessés, quant à lui, revu à la hausse. Il est passé de 20 à 25. Les émissaires de Marie-Thérèse Masuka Saini se sont rendus ensuite au centre de santé de Bouillofoué où sont internés les rescapés à qui ils ont apporté des vivres et des médicaments. Chaque victime a eu droit à une enveloppe. Même le personnel soignant, dont les éléments de la Croix-Rouge ayant apporté les premiers secours, ont reçu une prime d'encouragement de la part de la gouverneure AI au nom du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Tous ont remercié l'autorité provinciale pour le geste. Je fus parmi les accidentés qui étaient au bord du train. Grâce au gouverneur du Lualaba, Maman Fifi Masuka, on a eu quand même quelque chose qui peut nous aider pour arriver à nos destinations. Elle a payé les soins, elle nous a donné même à manger. Cet acte plein d'amour ne nous laisse pas indifférents. Vers vous vont nos remerciements pleins d'amour. Et pour ce moment, en ce milieu où nous sommes, le village de Bouillofoué est vraiment content pour cet acte que nous venons de poser. Les travaux de réhabilitation et de modernisation du sanctuaire Anouarité de Bafouabaka vont démarrer bientôt. C'est l'annonce du comité de suivi et de gestion de ce projet visant à réhabiliter la mémoire de cette religieuse catholique martyrisée en 1964 à Isiro, qui s'est exprimée à l'issue de la rencontre avec le gouverneur du Haut-Uélé, Christophe Basséane Nanga, ce jeudi à Isiro. Bafouabaka, ces couvents où la bienheureuse Anouarité passa sa quasi-totalité et sa vie religieuse, est en voie de connaître un essor touristique de plus. L'artisane n'est autre que la première dame de la République. Lors de son passage glorieux en fin 2021 à Isiro, Madame Denise Nyakeru Tshisekedi est arrivée personnellement à Bafouabaka, à une centaine de kilomètres d'Isiro dans le territoire de Wamba. L'épouse du chef de l'État y en a remis $100 000 pour la viabilisation de ces sites de pèlerinage. Voilà pourquoi le gouverneur Christophe Basséane Nanga a reçu dans son cabinet de travail ce jeudi une équipe de suivi de ces projets conduite par le curé paroissial de Bafouabaka. Nous sommes l'équipe de suivi et de gestion du projet de la réhabilitation du sanctuaire Anouarité de Bafouabaka. Notre objectif de rencontrer le gouverneur ce matin était de le mettre à la page de l'évolution de l'exécution de ce projet, lui présenter quelques défis qui sont devant nous. Soumettant cela, on attendait justement de lui également quelques propositions, quelques conseils et orientations
pour que ce projet aille de l'avant. Le gouverneur est satisfait de l'évolution de ce projet et il n'a pas manqué de nous donner quelques conseils pratiques et quelques orientations pour que ça soit un projet vraiment visible qui sera apprécié par tous les pèlerins qui sont appelés à passer par là pour raison de piété à l'honneur de la bienheureuse Marie-Clémentine Annualité. Ces projets de sanctuaire Annualité de Bafouabaka, par le financement de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, réussira par ailleurs grâce à son accessibilité, suite aux travaux de désenclavement du réseau routier de la province par l'exécutif Bastien Enanga. Le forum annuel des femmes entrepreneurs organisé par la fondation Neema de Ketia Olangi a été un grand succès. Participant à ces assises, Raissa Keiga, CEO du groupe Transafrica, vante cette initiative et appelle les femmes à se soutenir pour réussir leur combat. Le mois de mars est passé, mais la lutte pour la revendication des droits de la femme et l'autonomisation de celles-ci continue. Nous devons nous lever, nous devons nous cultiver, nous devons apprendre et nous devons participer de toute notre force au développement de notre pays. Et ont pris part au forum annuel des femmes entrepreneurs organisé par la fondation Neema dernièrement à Kinshasa avec la participation de l'ancienne première dame de la Côte d'Ivoire, Raissa Gaïga. Femme entrepreneur salue cette initiative. Elle appelle les femmes, toutes catégories confondues, à rester debout et à se soutenir. On peut se souder et trouver des solutions adéquates ensemble toujours. Et je pense que le forum, c'est une très bonne idée. Je pense que c'est un lien de rencontre, c'est un networking qui fait en sorte que les femmes de différentes origines, de différents endroits, de différents backgrounds peuvent se retrouver et partager le peu qu'ils ont pour pouvoir avancer, pouvoir changer les choses, autant dans les affaires que dans tout ce qui est changement climatique, tout ce qui est transition écologique. Je pense que la femme, elle a autre chose à donner, à offrir que la place, par exemple, à la maison, ce qui est bien aussi, ou bien derrière un bureau. Je pense que la femme est compétente et elle peut faire beaucoup, avec beaucoup de volonté, bien sûr. Cette 4e édition du Forum annuel des femmes entrepreneurs à Kinshasa a eu comme thème principal les femmes entrepreneurs et les opportunités de la transition écologique. Traité de droit congolais des hydrocarbures, c'est le nom du nouveau livre qui vient de voir le jour ce jeudi 7 avril à Kinshasa. Dans la salle de conférence des affaires étrangères, cet ouvrage rassemble en un seul document les dispositions pertinentes de la réglementation dans le secteur des hydrocarbures. C'est dans la salle des conférences internationales du ministère des Affaires étrangères que s'est tenue la cérémonie de vernissage du livre Traité des droits congolais des hydrocarbures. Cet ouvrage, rédigé par des clercs Mavinga et Joseph Nzao Matuta, tous deux avocats au barreau de Kinshasa-Gombe. Ce traité des droits congolais, publié par l'édition Brûlant, est préfacé par Philippe Ebanga, vice-président de West Total Energy. Et il compte au total 600 pages et est subdivisé en 2 tomes. Le premier tome porte sur les généralités, cadre légal et protection de l'environnement. Et le second tome s'est rapporté sur le régime fiscal, douanier et tant d'autres. Devant plusieurs autorités du pays et opérateurs économiques, ce livre a été baptisé par le professeur Moukoko Samba. Je te baptise. Les auteurs de ce dernier mettent également le point sur le parti les plus importants du secteur des hydrocarbures, en l'occurrence la considération théorique et cadre juridique des activités d'hydrocarbures. Ému de l'œuvre accomplie, des clercs comme Mavinga remercie les autorités présentes pour avoir accueilli ces nouveaux-nés dans le monde de la littérature. A bien voulu rendre disponible la présente cérémonie qui consacre donc l'accomplissement d'un projet que nous avons nourri, sur lesquels nous avons travaillé sur plusieurs années. 1000 merci à chacun de vous pour votre soutien à ce projet et pour votre présence en ces lieux. Votre présence nous encourage à poursuivre la mise en œuvre d'autres projets de recherche et de publication qui sont en cours au sein de notre cabinet. Et à tous les collaborateurs du cabinet Mavinga de Clerc & Partners.
Cet ouvrage permet de rassembler en un seul document les dispositions pertinentes et de la réglementation dans ce secteur et devrait donc permettre d'éclairer les décideurs et les entreprises œuvrant dans le domaine des hydrocarbures. Les amis de Jean-Marc Kabound à Kabound sont montés au créneau pour fustiger les désordres qui caractérisent le parti au pouvoir. Dans une déclaration ce jeudi à Kinshasa, ces derniers ont annoncé officiellement leur retrait de l'UDPS pour soutenir à 100% celui qu'ils qualifient de boussole politique de la RDC. Très chers camarades, Congolaises et Congolais, habitants de la terre, laissons-nous vous avouer que le savoir-faire, l'intelligence, le courage, la prudence de notre président Jean-Marc Kabound à Kabound hier faisait tourner la République. Lui au service de l'UDPS, les visionnaires tout-puissants. Mais maintenant que l'UDPS l'a payé en monnaie de singe, que l'on a adopté le mot au lieu et place de vertu, son credo, sans croiser les bras. Nous, les amis de Jean-Marc Kabound à Kabound, une génération appelée à modeler la direction du pays, toujours mettant en tête l'idéalisme de notre penseur, l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound. Par conséquent, nous annonçons officiellement notre retrait à l'UDPS. Sur ce, nous soutenons et nous soutiendrons à tout prix notre boussole, les visionnaires, Jean-Marc Kabound à Kabound, pour les propulser jusqu'à la plus haute magistrature dans le respect de la démocratie. En attendant, dans les jours à venir, le président incontestable nous dira que faire et comment faire pour son avenir politique. Les personnes qui aspirent à devenir serviteurs de Dieu sont appelées à la formation pour leur permettre non seulement de gérer l'Église, pour la maintenir, mais aussi pour faire prospérer le ministère de la parole. C'est dans ce cadre que le pasteur Joseph Bansimba de l'Église Impact for Christ Ministries appelle les églises ainsi que ceux qui veulent devenir disciples de Dieu de s'inscrire à l'école du ministère pour la délivrance et le combat spirituel. Oui, MDCOS, c'est l'école de ministère, c'est le combat spirituel et la délivrance. L'MDCOS est né suite au ministère que Dieu nous a donné, la délivrance intégrale de la famille. Et suivant aussi l'ordre suprême que Dieu a donné à l'Église dans Matthieu 28, 18 à 20, de former des disciples. Nous avons connu au moins 16 promotions. Et parmi les 16, il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont suivi la formation dans cette école. Je vous dis, là où ils sont, ils exercent le ministère vraiment à l'aise. La mission poursuivie par MDCOS, former des conseillers spirituels dans le domaine de la délivrance et du combat spirituel. Recyclage, si besoin l'exige, les anciens combattants pour le renforcement des capacités et la mise à niveau dans le domaine de la délivrance et le combat spirituel. Perfectionner les conseillers spirituels pour les besoins de spécialisation dans divers autres domaines spirituels. Tout serviteur de Dieu qui a l'appel sur la délivrance, toutes les églises qui ont besoin de ce ministère, de la formation, ils peuvent venir s'inscrire parce que les places sont limitées. Et les cours sont dispensés chaque lundi et chaque mardi de 17h à 19h et chaque samedi de 15h à 18h. La délivrance, c'est une nécessité et le combat spirituel, c'est un besoin permanent. À la lumière de ce 92 ans, Camille Kachoukou rend grâce à Dieu et estime que par son truchement, le bon Dieu veut exalter sa miséricorde. Cet ancien enseignant exhorte à la jeunesse à cheminer dans la droiture en respectant la loi du Seigneur, ce sont ses mots, pour vivre longtemps sur terre. Âgé de 92 ans, Camille Kabemba Kachiko
exerce tant soit peu ses capacités physiques. Né à Bukondo en 1930, dans les Kasaï central, Camille lie sa longévité à la droiture de son parcours. Mon secret, j'ai essayé de faire de mon mieux pour obéir à Dieu, obéir à mes parents, pour obéir à mes enfants. J'ai fait de mon mieux pour essayer de marcher droit dans la loi du Seigneur. À cette occasion, une célébration eucharistique était dite dans la résidence familiale, dans la langue de son milieu natal. Mais célébré par l'un de ses anciens élèves, Abbé Pierre Mukuna. À mon enfant et à tous mes enfants de suivre l'homélie du célébrant. Il a dit: enfants, en restant fidèles à la loi de Dieu, en respectant votre Père, vous ferez longtemps sur la terre. Camille Kabemba, père de 12 enfants, dont le premier âgé de 71 ans et 35 ans pour les cadets. Ancien enseignant de l'école primaire Imptine Saint-Benoît, Camille s'est réjoui de la présence de ses anciens disciples qui ont entonné des cantiques latines, souvenirs des années antérieures. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Olivier Manzila a finalement été suspendu de ses fonctions de directeur général de Logifrem. Le ministre des tutelles Chérubin Okende a nommé un intérimaire, Kamonia Kalemouna, à ce poste. Les étudiants ainsi que le personnel de l'ESU seront bientôt tous identifiés numériquement. Une numérisation censée faciliter la gestion au sein des établissements universitaires et au ministère. A tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez sans temps, mesdames et messieurs. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.